Bonjour à tous, et particulièrement aussi à ceux qui sont en ligne. Donc, pour rappel, n'hésitez pas à rafraîchir votre navigateur pour pouvoir afficher justement le module de chat qui vous permettra de poser des questions. Mon rôle là, cet après-midi, se borne à être animateur technique, c'est-à-dire je m'assure que les temps de parole soient vérifiés très principalement. Donc le panel va se décomposer en 3 phases. Présentation par chacun pendant quelques minutes des points d'intérêt et des points d'attention pour lui. Après, une séquence de questions plus thématiques et enfin une vague également de questions et en salle et en présentiel. Donc aujourd'hui, pour cette table ronde, il s'agit d'évoquer le partage de données et la construction de tableaux de bord pour la mobilité. Et l'animatrice métier de ce panel est Laurine, que je remercie. Merci Jérémy. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Laurine Bois. Merci à tous d'être présents et merci aussi à nos invités. Donc, de mon côté, je suis chef de projet usage de la donnée de mobilité et aussi juriste du numérique de profession. J'ai rejoint la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mobilité et plus particulièrement sa sous-direction multimodalité, innovation numérique et territoire qui a 2 grandes missions qui sont la promotion de l'innovation au sein de cette direction générale et aussi l'encadrement et l'animation des politiques publiques liées aux mobilités plus globalement. Et quelques mots également avec la DGAC, donc Direction générale de l'aviation civile. On pilote l'Agence pour l'innovation des transports qui justement propose notamment un accompagnement des projets en lien avec les transports et la mobilité dans le cadre du programme Propulse. Donc voilà pour, de mon côté, des éléments de présentation. Et donc j'ai l'honneur d'être accompagnée aujourd'hui d'Alexandre Chasse, donc chef de projet senior RI sur la mobilité à l'IFPEN. Je suis également accompagnée de Pierrick Paul, CTO de Fluctuo, et enfin Pierre Balcon, expert transport chez CTO. Et donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Alexandre Chasse pour nous présenter son travail. Bonjour à tous. Donc merci pour l'introduction. Donc Alexandre Chasse, je suis en charge de projet de recherche sur l'observation de la mobilité à IFP Énergie Nouvelle. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les travaux qui sont faits dans le cadre d'un observatoire qu'on a nommé OTSMOB, donc Observatoire territorial de la stratégie de la mobilité, sur un EPCI qu'on connaît très bien ici parce que c'est le territoire de Paris-Ouest La Défense où on se situe actuellement. Donc c'est dans le cadre d'un projet d'investissement d'avenir PIA3 qui sont réalisés ces travaux. Alors, je sais pas comment. Pour passer à la plage d'après. Ah, attends, pardon. Merci. Alors, juste pour expliquer le contexte sur la donnée de mobilité, donc ce qu'on voit, c'est qu'historiquement, les images qui sont faites de la mobilité sont faites tous les 10 ans par des enquêtes Général Transport pour la région Île-de-France ou des enquêtes de mobilité. Donc voilà, c'est des choses qui sont faites historiquement avec des enquêtes qui ciblent un pourcentage des habitants pour avoir vraiment une image assez fine de la mobilité. À contrario, on voit et on subit quand même une évolution de la mobilité qui est très dynamique. Avec un mix un peu de différentes contraintes, que ce soit des contraintes sur une offre de mobilité qui évolue, on voit des véhicules en libre-service, des offres de mobilité douce qui croient, on voit aussi des contraintes fortes, qui soient éphémères ou durables, sur la croissance un peu du télétravail, la crise sanitaire qu'on a subie ou des phénomènes de grève. Donc suite un peu à ce constat, on voit qu'il y a un réel besoin de suivre l'évolution de la mobilité pour comprendre et orienter aussi les mobilités vers des mobilités plus vertueuses. Donc, fort de ce constat, on voit qu'il y a un potentiel et assez fort d'utilisation des données dynamiques qui se multiplient et qui sont aussi associées à ces différentes offres. Donc à contrario, en fait, quand on voit ces données, elles sont quand même majoritairement... Alors certes, il y a quand même beaucoup de données qui sont déjà open data, il y a quand même beaucoup de données qui sont encore propriétaires ou qui ne sont pas accessibles, et en complément qui sont cloisonnées. C'est-à-dire que c'est à chaque fois un acteur de mobilité. Alors je vais donner un exemple, mais il ne faut pas généraliser, comme SNCF va avoir des données sur le transport, sur son transport ou sur son offre, mais pas sur les mobilités à côté.
En complément, donc je pense qu'on l'a évoqué un peu juste dans la présentation d'avant, ces données, donc elles nécessitent aussi un gros traitement, parce que ça soit sur la donnée open data et autres, c'est une donnée qui doit être nettoyée et traitée pour avoir une valeur vraiment exploitable. D'où un intérêt, alors ce qu'on remontait un intérêt fort d'un observatoire de la mobilité pour déjà d'une part être un peu le réceptacle de ces données, de les centraliser et aussi de les mettre en forme pour avoir une donnée de qualité. Hop. Donc pour suivre un petit peu sur ce constat objectif, en complément, on voit sur les données de mobilité, donc comme je dis, il y a une offre de mobilité qui est assez grande. Donc on voit que des données sont hétérogènes. Donc déjà d'une part sur le volet type de mobilité, que ce soit la voiture individuelle, de la marche, des transports en commun, du vélo. Donc on voit déjà qu'ils ont des typologies, des usages qui sont très différenciants. Le type de données, donc ça soit la donnée aussi qui proviennent soit d'enquêtes, comme je l'ai cité tout à l'heure, des enquêtes générales. Donc il y a des enquêtes aussi beaucoup plus régulières qui sont faites sur la mobilité. Des données qu'on recueille dans le cadre de la mobilité, beaucoup par des données venant d'applications mobiles, venant de véhicules connectés, donc de FCD et tout. Donc c'est aussi des sources de données différentes, assez riches également. Et alors, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, c'est pour vous donner des formats ou des recueils de données différents. On a aussi des systèmes de comptage, donc ça soit des comptages vélo qu'on entend parler actuellement, mais il y a aussi historiquement beaucoup de comptages qui sont faits sur les voitures et aussi tout ce qui est badgeage pour les transports en commun. Ensuite, on voit aussi une grande hétérogénéité sur les plateformes d'accès à ces données, donc que ce soit Open Data, donc je citais la plateforme nationale, la PAN. Donc voilà, donc il y a toute une grande hétérogénéité déjà dans le contenu de l'information dans la donnée, mais aussi sur le format. Et à cela, donc une nécessité donc, pour avoir une image la plus complète et la plus fidèle de la mobilité, de coupler un peu ces données entre elles. Parce qu'à chaque fois, on va avoir juste une petite portion d'une communauté d'utilisateurs, par exemple, de transport en commun ou de cyclistes. L'idée, c'est d'essayer de fusionner un peu ces données pour avoir l'image la plus fidèle possible et d'en extraire la meilleure compréhension de la mobilité. Tout dans une optique, alors voilà, pour donner aussi un des arguments qui est nécessaire sur la volonté aussi, la décarbonation des transports, d'où l'intérêt un peu de suivre cette mobilité et suivre aussi, comme on a échangé ce midi, une certaine trajectoire et de voir où on en est en fait, parce qu'à chaque fois, cette donnée va pouvoir appuyer et de voir l'orientation effectuée et où on en est. Donc dans ce cadre, un peu ce constat, donc ce que je vais vous présenter assez rapidement par la suite, de 3 exemples. Donc là, il y a une co-création de l'Observatoire de la mobilité avec les parties prenantes du territoire. Donc je cite le territoire de Paris-Ouest La Défense, donc avec plusieurs étapes, dont la première est déjà d'avoir un recensement et de centraliser un peu les données pertinentes qui sont disponibles sur le territoire. De traiter ces données, c'est aussi la couche modélisation pour avoir une image plus fidèle et d'en déverser ensuite des tableaux de bord et d'évaluer des scénarios prospectifs. Alors, je ne vais pas passer là-dessus, je vais plutôt me focaliser. Donc, ce que j'essaie d'illustrer sur 3 planches différentes, c'est, alors désolé, il y a des choses un petit peu... Mais déjà, le premier cas, c'est quand on a ce qu'on appelle une donnée unitaire. Donc là, on peut prendre l'exemple on a une fréquentation de transport en commun ou de vélo. Dedans, il y a une présence de pas mal de données manquantes ou de certaines données qui sont fausses. Donc l'idée, c'est d'y accoler un peu on citait tout à l'heure le mot commun, donc de l'algorithmie pour nettoyer ces données et avoir la donnée la plus propre possible. Donc derrière, ça permet d'obtenir des données nettoyées, mais pas que. Mais ça aussi permet de réaliser des études de sensibilité, par exemple, sur le comportement de la météo, sur les transports, etc. D'identifier des ruptures dans les comportements, parce que quand on sait, je ne sais pas si vous avez regardé les données un peu de vélo, on voit vraiment des courbes qui nous font penser à des vagues. Donc qu'est-ce qu'on arrive à extraire comme information? Est-ce qu'il y a une croissance? Est-ce que c'est normal? Et d'avoir également des modèles de prédiction. Donc ça, c'est un exemple concret de données unitaires. Ensuite, une fois qu'on a traité ces données, on a des potentiels, je citais l'exemple de la fusion, de faire cohabiter des données avec des forces différentes, donc des valeurs ajoutées différentes. Donc là, par exemple, c'est se dire, la question à laquelle on pose, est-ce qu'on peut avoir une sorte d'estimation des flux totaux qu'on va avoir dans chaque rue des cyclistes? Donc pour cela, en fait, on vient croiser des données qui proviennent d'applications mobiles où il y a certes un pourcentage de la communauté de cyclistes qui va, mais qui parcourt toutes les rues de la ville. Et à droite, on va retrouver des points de mesure qui vont mesurer l'intégralité des flux de cyclistes. Donc quand on fait cohabiter ça avec pas mal d'aspects théoriques et mathématiques, on va obtenir des cartes qui vont donner les flux totaux par rue sur l'ensemble d'un territoire. Donc là, vous reconnaîtrez la ville de Paris. Et le troisième exemple, et après, pour pas trop déborder dans le temps, donc là, c'est vraiment, donc juste avant, on a parlé de fusion. Là, maintenant, c'est s'y adosser avec une sorte de jumeau numérique. Comment les données qui proviennent des différentes communautés sous-ensembles vont pouvoir nourrir un modèle qui est le modèle qui est souvent historiquement
recalé du coup tous les 10 ans. Donc là, on vient le recaler avec des données dynamiques pour avoir l'image la plus fidèle possible et la plus fine. Donc on va adosser des données statistiques de dynamique mobile donc pour obtenir des tableaux de bord et une image complète. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que derrière, toutes ce qu'on appelle ça des agences, c'est des personnes virtuelles qui se déplacent sur ce modèle. Ça nous permet aussi d'extraire derrière des données anonymisées pour d'autres besoins de recherche. Et en complément, et pour finir là-dessus, donc toute cette aspect modélisation nous permet par la même occasion d'y ajouter des modèles physiques. Donc pareil, pour connaître l'empreinte carbone de chacun de la mobilité, des émissions polluantes locales, donc le monoxyde d'azote, par exemple les particules, donc pour suivre aussi les objectifs qu'ont les villes, et d'évaluer des scénarios prospectifs. Donc c'est-à-dire derrière, grâce à ces modèles, on va pouvoir mettre en place des zones à faible émission, l'impact du télétravail et qu'est-ce que ça va avoir sur la mobilité. Donc voilà, pour respecter le temps, je m'arrêterai là. Bonjour à tous. Donc, Sitio existe depuis 2018. On a été créé, on est aujourd'hui une 35 collaborateurs dans l'ensemble de la société. Et nous travaillons essentiellement sur la donnée des transports publics. Pourquoi ? C'est parce qu'on est parti d'un constat originel que les transports publics sont d'ailleurs un des services publics qui produisent le plus de mobilité, de données liées aux services, mais c'est ceux qui en exploitent le moins. C'est-à-dire des données de systèmes billettiques, de données de systèmes d'exploitation. Ce sont des systèmes très coûteux qui ont été conçus essentiellement pour faire fonctionner les systèmes, les validations, pour que les validations fonctionnent, pour que les flux monétiques fonctionnent. Les systèmes d'aide à l'exploitation ont été conçus essentiellement pour permettre... Vous m'entendez bien en fait ? Pour que les systèmes d'aide à l'exploitation ont été conçus essentiellement pour que l'ordonnancement de l'exploitation fonctionne, pour que ce soit transparent pour les clients. Néanmoins, ces systèmes-là ont pour inconvénient d'être extrêmement complexes dans les données qu'ils produisent, parce qu'il faut accéder au système d'aide aux données de transport. Il faut avoir une certaine compétence de data, de informatique, que n'ont pas forcément les collectivités territoriales dans les autorités organisatrices de transport ou les opérateurs. Et donc, si bien que finalement, ces données sont assez peu exploitées. Et en plus, on arrive parfois à se mordre un peu la queue où on commande des enquêtes, des comptages de terrain, par exemple des comptages de terrain sur le TER, les enquêtes origine-destination dans certains réseaux, parce que justement on n'arrive pas à accéder directement, à exploiter complètement la donnée produite par les systèmes. Donc, Sitio on a plus pour ambition de faire en sorte que les données qui sont produites par ces systèmes de transport ne soit plus une charge, mais bien une aide quotidienne pour justement optimiser l'offre, la performance opérationnelle de ce réseau et bien évidemment permettre par cette optimisation leur développement pour répondre aux enjeux environnementaux. Et alors comment on fait concrètement ? C'est qu'on vient, pour chaque client, qu'il soit opérateur ou collectivité organisatrice, on vient récupérer toutes les données qui peuvent être produites, essentiellement des données du SAE, des données de billettique, de comptage, et on va d'ailleurs agréger ces données, les fiabiliser. Pour reprendre l'expression qui a été dite tout à l'heure, on va combler un peu les trous que peuvent avoir certains systèmes de manière à rendre ces données disponibles sur une interface SaaS. L'objectif de cette interface, c'est qu'elle soit la plus intuitive, qu'elle puisse être utilisée par les utilisateurs finaux qui ont besoin de la donnée pour piloter leur activité. Donc ça va commencer en bas de la chaîne par les chargés d'études côté AOM, autorité organisatrice, côté exploitant, jusqu'aux directeurs généraux, jusqu'aux directeurs mobilité, et parfois même directement auprès de certains élus qui ont une appétence pour la donnée, sans frein, sans avoir besoin de recourir aux experts de systèmes d'information pour faire travailler sa donnée. Et l'interface, l'avantage de l'interface SaaS, c'est qu'on va aussi permettre aux collectivités de partager ces données avec des acteurs tiers, comme les directions déconcentrées sur des grands projets structurants, partager ça avec les AMO sur des grands projets urbains, ou encore même, puisque notre interface est complètement APIfiée,
on peut donner accès en open data aux données qu'on produit. Et je vais vous donner un exemple très rapidement après. Concrètement, on travaille avec des agglomérations de 70 000 à plusieurs millions d'habitants. Bordeaux, Aix-Marseille-Provence, Grenoble, mais également avec des régions comme l'Hauts-de-France ou la région Nouvelle-Aquitaine sur la partie comptage, du cycle de comptage automatique. Et concrètement, qu'est-ce qui peut sortir en cas d'usage? La première, ça va être l'évaluation des déplacements et des politiques de transport en commun. Concrètement, grâce aux validations qui sont des données de validation qu'on récupère dans le système, on arrive à retracer les déplacements grâce aux identifiants de voyage uniques, qui permet donc finalement d'identifier pour chaque voyageur quel voyage il a fait sur sa journée, avec quelques probabilités de déplacement qu'on vient prendre en compte, qui permet d'avoir des données d'origine-destination sur l'ensemble du réseau, et également, puisqu'on a des origines-destinations, on a également les charges à bord du réseau qui peuvent être visualisées à travers n'importe quel filtre souhaité, un filtre sur une ligne en particulier, une période horaire en particulier, également un groupe des lignes. L'idée étant de permettre, par rapport à des enquêtes un peu plus traditionnelles, de faire une évaluation non seulement avant. Généralement, quand on met en place une restructuration de réseau, on fait appel à des enquêtes origine-destination, des enquêtes ménage. Et bien là, on peut également utiliser cette interface-là. Ça, c'est pas très novateur, mais du coup, en faisant également appel à cette interface-là sur l'ensemble du projet, on peut également faire l'évaluation de l'évolution des déplacements sur de nouveaux projets structurants, qui est assez rarement fait de manière traditionnelle pour l'évaluation de la politique et de l'efficacité de la politique des déplacements. Au deuxième cas d'usage, ça va être le décilotage des réseaux, puisqu'aujourd'hui, nous avons de nombreuses collectivités qui rassemblent un ensemble de systèmes et elles ont parfois ces silotages d'informations entre elles. Et on permet donc notamment de rassembler ces données sur une même interface, peu importe qui en soit en consultant la donnée. Je pense notamment à Aix-Marseille-Provence qui doit piloter du 7 réseaux, autant de SAE, autant de billettiques, et donc n'a pas les moyens de consulter individuellement chaque interface. Et enfin, le dernier cas d'usage qu'on recherche, c'est de donner la possibilité aux AOM, donc les collectivités agglomérations comme régions, d'accéder à leurs données qui sont historiquement détenues par les opérateurs, parce qu'ils ont la compétence technique, parce qu'ils maîtrisent les systèmes. Et donc, c'est de permettre à ces AOM d'avoir la possibilité de suivre la fréquentation de leur réseau et de prendre, parce que c'est leur rôle, des décisions sur l'évolution de l'offre de transport. Et donc, on peut, par exemple, sur le TER Nouvelle-Aquitaine ou Hauts-de-France, on leur donne la possibilité d'avoir accès directement, sans passer par l'opérateur historique, d'accéder à la donnée, des montées, des descentes, des charges, pour justement challenger leur opérateur sur l'évolution du réseau. Bonjour, je suis Pierrick, donc CTO de Fluctio. Fluctio, c'est une start-up qui travaille sur le secteur de la mobilité partagée, principalement micro-mobilité partagée. Ça marche pas. Ah, pardon. Donc, on aide justement les opérateurs, les villes et les AOT à comprendre justement ce marché au travers de la data. Si on prend un peu le cas de Paris, il y a eu un grand boom de la micromobilité en 2019. Il s'est passé, enfin, ça a été extrêmement utilisé en 2021-2022. Et là, il y a quand même la question des trottinettes qui se pose pour 2023. Nous, justement, on apporte de la donnée et des indicateurs qui permettent de vraiment comprendre ce marché et de prendre les bonnes décisions sur ce secteur. On a développé donc un outil qui est un tableau de bord en SaaS basé sur la data qui s'appelle CityDive.
La data, elle va provenir de trois sources différentes. Le premier tiers, ça va être des partenariats directs avec les opérateurs. Le second tiers, ça va être l'open data. Il y a pas mal d'open data. Merci à Transport Data Gouv en France qui publie de l'open data. Également, il y en existe également pas mal en Europe. Et enfin, il y a un dernier tiers qui est qu'on a développé une méthode assez unique de scrapping sur les opérateurs de mobilité qui permettent de récupérer la donnée qui n'est pas disponible en open data et qui est difficilement accessible avec des partenariats. Tout ça, nous, on va mixer toute cette donnée-là, toutes ces trois sources différentes, on va les mixer, on va agréger, on va les qualifier, nettoyer un petit peu cette donnée pour justement en extraire des indicateurs et des métriques pour notre tableau de bord CityDive. Pour présenter un petit peu CityDive, donc c'est environ 250 services en Europe sur 180 villes. On est parti des grandes capitales européennes et on a descendu dans la taille de ville. On continue à rajouter de façon régulière des villes. À peu près chaque mois, on rajoute un certain nombre de villes et on a pour objectif en début 2023 de partir sur de nouveaux continents, notamment nord-américains et Moyen-Orient. Pour présenter un peu rapidement ce que contient ce tableau de bord, on peut avoir des informations sur un focus par ville, mais également un focus très général par opérateur, ou d'avoir certains uniquement, par exemple, les vélos ou les trottinettes. Voilà. On a également un agrégateur d'actualité. Comme je disais, il se passe beaucoup de choses sur le marché et c'est intéressant d'avoir ce genre de choses. On fait un petit peu de comparaison inter-ville ou inter-opérateur. On agrège également de la donnée des applications mobiles, par exemple le nombre de téléchargements, ce genre de choses. Et on a également de la représentation de données géospatiales. Là, ça détaille un petit peu plus la comparaison entre les villes. On peut filtrer par type de véhicule, trier par quelle est la ville qui contient le plus de vélos, par exemple, avec certains filtres géographiques, uniquement en France ou certains continents. Voilà. Si on regarde le focus par ville, on peut avoir le détail, on a beaucoup plus de finesse et on peut avoir vraiment le détail, par exemple, du nombre de trajets par opérateur par jour sur un type de véhicule. Voilà. Et voici une petite liste des clients qui nous font confiance sur cet outil. Voilà. Merci. Je vous propose de commencer la phase de questions. Alors, je pense qu'on n'aura pas forcément besoin de faire des présentations à l'écran. Donc, je vais peut-être ouvrir le bal des questions et ensuite, je laisserai la parole au public et au chat, s'il fonctionne toujours. Donc, de mon côté, déjà, merci beaucoup pour vos interventions qui nous ont largement éclairé sur déjà les enjeux autour de la donnée de mobilité. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quelles solutions ça peut apporter pour demain? Et surtout, quelles sont les solutions techniques et de gouvernance qu'on peut apporter justement pour traiter au mieux ces données. Évidemment, je ne résiste pas au fait de vous poser des questions un peu juridiques autour de l'utilisation de la donnée, mais rien de très complexe, rassurez-vous. C'est vrai qu'on a parlé justement des données qui arrivent en amont, c'est-à-dire que ce soit de la donnée ouverte, de la donnée qui est récupérée à partir de contrats auprès de partenaires. Et la question que je voulais savoir, c'est qu'effectivement, il y a une très forte réglementation autour de la donnée, quelle qu'elle soit. Donc que ce soit encore une fois de la donnée ouverte, de la donnée personnelle ou même de la donnée qui soit protégée par la propriété intellectuelle. Et je voulais savoir au quotidien, comment est-ce que vous intégrez ces contraintes juridiques? Est-ce que vous les percevez plus comme des freins qu'il faut réussir à surmonter et qui complexifient un petit peu la tâche de l'utilisation de ces données, ou plutôt comme un moyen ou en tout cas un levier, par exemple, de créer de la confiance avec les usagers qui sont à l'origine de ces données-là et de créer potentiellement un dialogue et pourquoi pas, dans ces initiatives, de peut-être les inviter à volontairement partager de la donnée ou en tout cas à rentrer un peu dans cet écosystème de partage de la donnée. Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ce sujet. Alors, ouais. Pour moi, ça va être la réponse, elle peut être un peu longue. Je vais essayer de faire bref.
globalement, nous, dans un premier temps, on ne manipule pas de la donnée personnelle, on utilise de la donnée. En gros, on récupère de la donnée de disponibilité des véhicules uniquement. Il n'y a pas de données personnelles. Donc déjà, ça limite un certain cas de données. Ensuite, la donnée, le dernier tiers dont j'ai décrit, la partie scrappée, ce n'est pas la majorité de notre donnée. Et nous, ce qu'on essaye de créer avec Fluctuo et CityDive et nos clients, c'est de créer un espèce de club où la donnée partagée peut être redistribuée à d'autres utilisateurs, tout en contrôlant tout en garantissant aux fournisseurs de données un niveau de précision et de confidentialité business. C'est pour ça qu'on fournit de la donnée déjà totalement analysée et parfois on donne pas forcément un niveau extrêmement précis, on ne donne pas encore un niveau à l'heure par exemple, et on est sur de la donnée minimum à J-1, ce genre de choses, pour garantir un certain... D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait intervenir sur le sujet. Mais de notre côté, effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement sensible parce qu'on récupère des données de validation, donc qui ont trait au déplacement. On récupère également des données de passage des véhicules qui sont très également au travail individuel de certains conducteurs de bus, de tram, métro. Et donc, évidemment, c'est un sujet qu'on prend avec de grandes pincettes, aussi parce que nos clients ne sont pas des spécialistes de la data et parfois nous envoient des fichiers un peu bruts de décoffrage avec des indicateurs de nom, des choses qu'on ne devrait pas nous recevoir. Donc déjà, on a forcément un premier levier, un premier filtre d'anonymisation de la donnée qu'on fait par le biais d'algorithmes. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on est extrêmement vigilant. Le deuxième point qui est plutôt lié à une volonté de nos clients de savoir tout sur tous les déplacements grâce au pouvoir de la donnée. Et notamment, je prends un exemple sur la reconstitution des déplacements. On suit les déplacements individuellement, de manière algorithmique, c'est-à-dire qu'on prend une validation qui est faite du domicile de la personne jusqu'à son travail, on reprend sa validation, on suit individuellement chaque validation du réseau. Et donc, potentiellement, on peut arriver jusqu'au déplacement individuel quand on va au détail le plus fin possible. Donc c'est pour ça qu'on fait en sorte d'accompagner régulièrement nos clients pour tempérer parfois leurs ardeurs et d'inciter notamment à avoir cette notion de travailler sur des grands flux, les tendances de déplacement qui suffisent largement pour pouvoir faire du travail sur l'offre de transport. Et c'est d'autant plus important notamment quand on parle de projets de desserte, de déplacement sur des établissements scolaires, des petits volumes. D'accord, merci. Alors, je vais juste compléter, parce que je pense que c'est un autre prisme côté IFE Énergie Nouvelle. Du coup, comme j'ai expliqué, c'est par rapport à une finalité de territoire. Donc là, les difficultés qu'on rencontre, je pense qu'elles sont de nature, parce que même si derrière, on joue quand même le rôle de tiers de confiance par rapport du coup, au territoire, à l'EPCI. Donc il y a des difficultés d'un point de vue juridique. Donc c'est à chaque fois de contractualiser un accès à des données, donc que ce soit un AOM ou autre. Il n'y a pas de standard. À chaque fois, c'est des choses qui prennent du temps. Donc là, je ne vais pas citer des exemples concrets, mais c'est des choses qui peuvent durer même des fois 1 an ou 6 mois. Donc c'est la mise. Je pense qu'il y a peut-être un peu besoin d'accompagnement de ces structures aussi bien côté territoire EPCI que aussi fournisseurs de données pour essayer de commencer peut-être à avoir des documents un petit peu estampillés pour faciliter ce partage de données, que ce soit pour des établissements de recherche, mais aussi pour des institutions, des territoires. Donc là, c'est plus la difficulté juridique. Et après, je pense que l'autre difficulté, c'est plutôt un frein. Tant qu'on n'a pas montré aux fournisseurs de données qu'est-ce qu'on allait en faire, le potentiel du traitement qu'il y a en fait derrière, il y a toujours un peu de réticence à partager cette donnée. Donc voilà, il y a beaucoup de travail de sensibilisation, se dire voilà, qu'est-ce qu'on a fait avec peut-être avec un échantillon de données, qu'est-ce qu'on peut faire. Et suite à ce premier POC, on va dire, ça va déclencher un peu l'intérêt parce que il y a, je pense je sais plus qui évoquait ça tout à l'heure, il y a des fois, il y a aussi des partages, on ne voit pas que forcément l'aspect financier, il y a partager, ouvrir un certain type de données et en retour avoir un complément. Parce qu'on citait l'exemple du silo par exemple sur la mobilité, peut-être qu'un fournisseur de données sur le train, sur le vélo,
va être intéressé en contrepartie d'avoir une vision un peu plus globale déjà de lui, de sa donnée par rapport à la mobilité vélo ou transport et les autres mobilités à côté, parce que c'est des prismes qu'il n'a pas et dont il a une information. D'accord, merci beaucoup pour toutes vos réponses. J'aurais peut-être une dernière question et ensuite je céderai la place au public. Ça rejoint un petit peu les discussions qu'on vient d'avoir et notamment ce sujet des fameux tiers de confiance. En ce moment, au niveau réglementation européenne, il y a tout un mouvement autour de la création d'espaces communs de données européens. Notamment, il y en a un sur le sujet précis de la mobilité qui se veut devenir un petit peu des acteurs qui permettront justement de rassembler tous les acteurs autour de ce sujet de la mobilité, de dynamiser un petit peu le fait d'inciter les acteurs à partager de la donnée. Comment est-ce que vous percevez un peu ces initiatives ou en tout cas ces plateformes qui se créent et qui ont pour but, alors pas seulement de jouer le rôle de marketplace au sens strict, c'est-à-dire mettre à disposition de la donnée, mais vraiment faire en sorte faire en sorte que les acteurs se rencontrent et collaborent justement dans cette optique de partager et fluidifier l'échange de données et surtout de créer des standards, bien sûr. Alors de notre côté, côté CITSO, on pourrait penser que la standardisation de données est quelque chose qui pourrait nous faire peur parce que justement on travaille à rendre la donnée accessible pour les collectivités puisqu'elles puissent exploiter cette donnée. Néanmoins, justement, on voit ça avec bienveillance, cette standardisation des données, parce qu'une grosse partie de travail consiste à travailler sur la donnée, et c'est même sur un projet d'intégration d'une ville, 70% du temps est travaillé à transformer la donnée pour la mettre dans un format qui soit adapté pour sa lecture par le client. Et donc, c'est un frein à l'intégration de nouvelles données. On souhaite beaucoup travailler sur les éléments de compréhension multimodale, toujours pour permettre justement d'avoir une sorte d'observatoire des mobilités pour les collectivités. Et on ne le fait pas tout simplement parce que l'intégration des données qui sont très hétérogènes prend énormément de temps et du coup coûte énormément aux collectivités et ça limite leur capacité budgétaire à nous faire confiance. D'accord, mais du coup, le fait qu'il y ait un acteur en parallèle qui puisse s'occuper justement de cette standardisation, est-ce que ça pourrait vous alléger justement ou créer une coopération ou quelque chose comme ça ? Et du coup, ça permettrait de gagner des temps d'intégration, de proposer des solutions de traitement de données aux collectivités à un prix bien plus abordable. Aujourd'hui, les collectivités qui peuvent nous faire confiance sont plutôt des collectivités qui ont entre 150 et 250, à partir de 250 000 habitants, pardon, et alors que de nombreuses collectivités, plutôt de villes moyennes, ont des compétences très, très vastes, mais n'ont pas les moyens de faire des études sur leur déplacement et donc se privent de cette compétence-là, alors qu'elles pourraient finalement, avec une interface, faire ce travail très facilement. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir aussi sur cette question ou si vous vouliez en passer. Non, moi je ne pense pas que ce soit un frein, en tout cas à notre activité. Au contraire, je pense que c'est plutôt bénéfique. Toujours plus d'open data, c'est bien. Je pense que de toute façon, l'open data... Alors déjà, en tant que start-up, on est amené à travailler un petit peu plus vite que la standardisation des formats. Malheureusement, enfin heureusement plutôt peut-être. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais rajouter. C'est pas grave, ça vous reviendra peut-être plus tard. Mais dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres interventions, on peut peut-être... Oui, je me permets d'aller voir Juline, voir si on a des questions de chat. Ah, on me dit non. Bon, une dernière question peut-être via la salle ? Ah. Merci, monsieur. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que vous prévoyez un usage ultérieur de ces données à plus long terme que des projections ou des prévisions visiblement assez court terme? Par exemple, est-ce que ces données vont nous apprendre quelque chose sur le système en 2030? À qui posez-vous cette question, du coup, monsieur? À l'ensemble des intervenants? Okay. Alors,
De notre côté, effectivement, on est beaucoup sur l'analyse de la donnée. La prévision, on commence à le faire, alors pas sur du plus long terme, mais plutôt sur une information pratique pour les voyageurs. Avec, on a une API issue de notre outil de prédiction de la charge, ce qui permet finalement, à partir d'un historique de charge observée sur l'ensemble des réseaux, d'estimer pour chaque journée d'une semaine qui va venir, quelle sera la charge à bord de chaque course d'un véhicule, d'un bus, d'un tram, d'un métro. C'est une innovation ça paraît peut-être pas innovant parce que des applications comme Google le font déjà sur Google Maps, mais si vous regardez un petit peu, vous avez souvent eu des surprises quand vous avez pris le RER avec des écarts entre ce qui est dit par Google Maps en charge du RER et ce que vous voyez réellement. Et donc justement, c'est parce qu'il y a énormément de travail de données à mettre en place pour fiabiliser ces données en amont grâce aux éléments de charge, également de mettre en application la prédiction de la charge en fonction de la météo, en fonction du jour, est-ce que c'est un jour de vacances, est-ce que c'est un jour férié, etc. Et donc on fait cette prédiction, mais plutôt sur du court terme pour les voyageurs. Je peux peut-être donner des éléments complémentaires de nos côtés. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, nous, par rapport aux travaux qu'on fait, je pense que ces données nous servent à nourrir de la connaissance. Du coup, je dis un modèle un peu de la ville, donc toute mobilité confondue. On cite le train, la voiture individuelle, le vélo et la marche. Donc ça, en fait, en soi, reproduire ce fameux jumeau numérique de la mobilité, certes, c'est intéressant parce qu'on va avoir une donnée peut-être plus fine, mais ce n'est pas la finalité en soi. Justement, la finalité, c'est pouvoir faire et évaluer des scénarios prospectifs. Donc, je citais l'exemple, on peut rentrer plus dans le détail, mais là, par exemple, sur le territoire de Paris-Ouest La Défense, il y a un schéma directeur qui a été initié. Donc, l'idée, c'est déjà de se dire, en faisant de la prévision, voir l'impact que ça va avoir le schéma directeur sur le report modal, peut-être sur le vélo ou la croissance du vélo, déjà d'avoir une sorte de direction, se dire en 2030 qu'est-ce que ça va donner, de suivre ça au gré à gré pour voir justement est-ce que la précision du modèle était pertinente et tout. Donc je pense que ça peut déjà identifier certaines problématiques. Et d'autres exemples concrets qu'on voit qui sont faits par d'autres collègues aussi à IF Énergie Nouvelle. Donc un exemple concret, c'est quand on va essayer d'estimer par exemple l'impact de mise en place de zones à faible émission. Qu'est-ce que ça va avoir comme connaissance d'impact par rapport au parc automobile sur les émissions rue par rue? Est-ce que ça va être bénéfique? Comment on va réussir à réduire ces émissions locales et que ça soit local aussi carbone? Et un autre cas concret qui peuvent servir, donc là c'est aussi pour la prévision au moyen-long terme, sur tout ce qui est localisation aussi des bornes de recharge. Donc il y a des projets qui sont faits aussi là-dessus, de voir par rapport à une massification un peu de l'utilisation des véhicules électriques, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour d'installer comme localisation des bornes de recharge et l'impact associé derrière sur la part d'utilisation des véhicules électriques. Donc voilà, oui, pour répondre à la question, il y a quand même pas mal de scénarios prospectifs aussi associés à toutes ces données, parce que cette donnée permet de nourrir une connaissance qui permet par la même occasion de projeter pour plus tard. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Une autre question peut-être? Bonjour. Dans une autre vie, bien avant la transition numérique, j'ai connu des enjeux liés au comptage de trafic et aux projections de trafic qui étaient liés à la concession des autoroutes. Voilà. Les prévisions de trafic, c'était les prévisions de péage et c'est donc l'équilibre économique des contrats. Le monde a tourné de moitié, on est sur des techniques qui sont très très différentes. Donc, mais je suppose que les comptages que vous faites, que les prévisions que vous pouvez faire, ont aussi des enjeux économiques pour les futures délégations de services publics qui sont liées aux mobilités. Et de ce point de vue-là, comment est-ce que vous vous arrangez contractuellement, techniquement, pour fiabiliser vos comptages et vos prévisions, puisqu'il y a un enjeu économique derrière pour les collectivités? Je me sens particulièrement concerné par votre question puisque de nombreux transports, les transports publics sont essentiellement gérés en contrat de service public. Alors c'est un vrai sujet sur lequel on a un positionnement qui est un petit peu différent. C'est que notre interface est très utilisée par nos clients pour être un acteur tiers de confiance, pour reprendre l'expression, de transparence entre les collectivités
et les exploitants. Avant qu'on arrive sur place, les collectivités qui nous font confiance avaient un rapport de leurs exploitants tous les mois, enfin peut-être toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, mais ne savaient pas vraiment qu'il y avait comme éléments, comme données derrière ces contrats. Grâce à la donnée à laquelle elles accèdent plus facilement, plus directement, ça a beaucoup moins de secrets pour elles. Donc ça, c'est un premier point qui permet déjà de challenger leurs opérateurs sur les données qu'ils fournissent dans leur rapport, on va dire, officiel. Il y a une chose, effectivement, c'est que les données qu'on agrège pour les collectivités ne tiennent pas lieu de données officielles dans la mesure où tous les contrats sont très différents et parfois font l'objet de redressements qui sont convenus contractuellement. Et nous, notre rôle, c'est bien de mettre à disposition la donnée brute telle qu'elle est, mais finalement d'être une sorte d'étalon de mesure dans le temps. On vient comparer les données du mois X avec les données du mois précédent de manière à voir comment la dynamique se fait sur l'ensemble du réseau. C'est pas tout à fait. Donc, du coup, il n'y a pas forcément d'enjeu d'engagement de recettes liés à l'observation de notre plateforme. Néanmoins, pour éviter un écart trop important, on travaille beaucoup sur la fiabilisation de la donnée, notamment en matière de comptage. On a des clients qui fonctionnent sous forme de communauté tarifaire. Un petit peu comme Optil en région parisienne, même si on n'est pas acteur sur Optil, mais sur le canton de Genève, on a Annemasse qui est un de nos clients qui fait partie de ce groupement. Les données de comptage ne sont pas forcément fiables et parfois comportent certains trous. Et donc, de ce fait, on met en place des algorithmes convenus avec le client pour qu'on dit débruter la charge, les comptages des voyageurs. C'est-à-dire qu'on va, pour chaque donnée aberrante, appliquer un traitement qui est convenu à l'avance, avec des règles qui sont convenues à l'avance, qui sont transparentes pour le client, de manière à ce que finalement cette donnée soit une donnée de confiance. Et ce qui est extrêmement important, c'est vraiment d'être transparent sur le traitement qu'on fait de la donnée vis-à-vis du client. J'ai une autre question qui me brûle les lèvres, mais peut-être que je dis une énormité. Est-ce que vous avez accès aux données des déplacements des personnes via leur téléphone? Et est-ce que, j'imagine que vous avez envie de les avoir, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable pour travailler sur la mobilité? Juste un élément là-dessus, comme je l'ai cité, les sources de données qu'on appelle les données dynamiques, ou plus précisément des traces, ça peut provenir des applications mobiles, mais très localement, ou aussi des véhicules. Les véhicules connectés émettent aussi des données pour savoir un petit peu les origines-destinations, les déplacements, les zones, quand on déclenche l'ABS, ce genre de choses. Donc toutes ces informations-là sont remontées. Donc souvent, ça reste des données qui restent justement silotées parce que c'est les acteurs privés qui les possèdent. Et derrière, elles ne sont pas accessibles. Donc c'est quand même je crois qu'il y a quand même pas mal de données qui sont fournies. Alors, il y a des acteurs français ou même internationaux qui sont là-dessus pour montrer beaucoup historiquement. Je pense que c'est des données qui sont utilisées pour du marketing, pour savoir un petit peu les localisations de certains endroits stratégiques pour mettre un commerce, ce genre de choses. En complément, maintenant, sur vraiment l'analyse de la mobilité en tant que telle, oui, c'est une source de données précieuse, mais qui est difficilement pour l'instant récupérable par ces acteurs-là, ou du moins, il faut définir une donnée agrégée, quoi. Alors, je ne sais pas si ça a répondu. Sur le papier, oui, cette donnée-là, en tant qu'observation de la mobilité, c'est une donnée quasiment parfaite. Nous, juste pour faire aussi un petit peu bref de côté IFNH Nouvelle, on développe une application mobile qui s'appelle GCoR. Donc l'objectif, c'est vraiment de connaître son empreinte carbone, l'empreinte polluante de sa mobilité. Donc nous, ça nous fait aussi, par la même occasion, pouvoir dialoguer aussi avec l'utilisateur pour lui promouvoir et changer sa mobilité. Et par l'occasion, recueillir aussi quelques données pour faire des tableaux de bord à destination de villes, pour connaître un petit peu les usages, etc. Donc, en soi, oui, toutes les applications mobiles peuvent recueillir des données. Je vais compléter. Nous, de notre côté, effectivement, ça pourrait être de la donnée que l'on pourrait avoir, mais en fait, on n'en collecte pas. C'est de la donnée privée. On n'en collecte pas. C'est ce que je disais. Nous, on collecte de la donnée sur les véhicules et pas sur les utilisateurs.
Et justement, on n'en collecte pas pour des raisons de vie privée et d'un point de vue juridique. Et en plus, en fait, on n'en a pas forcément besoin pour avoir des grosses masses de quantité de véhicules, de nombre de trajets par jour, ce genre de choses. On n'en a pas forcément besoin. Pour compléter aussi, le principe de boîtier présent à bord des véhicules existe. Certains fournisseurs le font. On a des sociétés qui sont un petit peu sur les mêmes types d'activités que nous, qui font ce travail-là de créer de la donnée grâce au boîtier présent dans les véhicules qui captent les flux de Bluetooth, de Wi-Fi. Néanmoins, nous, on ne s'est pas intéressé à ce sujet, tout simplement parce que les collectivités ont investi déjà dans les systèmes comme la billettique, comme les comptages, qui fournissent déjà de la donnée qui est de très bonne qualité, qui suffit très largement à comprendre les déplacements. Et donc, du coup, on ne pense pas qu'il soit pertinent de rajouter un coût d'équipement supplémentaire, de créer une donnée supplémentaire, alors qu'on peut la reconstituer avec des algorithmes assez précieux. Néanmoins, on commence de notre côté à explorer la partie déplacement en mode doux, en vélo, alors en complément de ce qui peut être fait par le free floating, mais on sent bien que la donnée des téléphones permet d'avoir des éléments précieux sur les déplacements, mais on voit bien que le flux est tellement énorme, détenu par des acteurs privés et pas forcément de très bonne qualité, notamment pour distinguer les types de déplacements. En vélo ou voiture, si vous êtes sur Paris, vous n'allez jamais réussir à trouver la trace d'un vélo par rapport à une trace de voiture. Y a-t-il encore une question dans la salle? Puisque je crois que sur le chat, ça reste silencieux. Oui, bonjour. Merci des interventions. J'avais une question sur les pratiques autour de l'analyse de données et l'utilisation des nouvelles technos, on va dire. Ma connaissance de ça, c'est qu'on reste quand même aujourd'hui, pour la plupart des services, dans disons, une utilisation classique sur un poste de travail pour faire des analyses, voire sur Excel, quoi, des fois des outils un peu plus sophistiqués, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que, selon vous, peut apporter le cloud, par exemple, sur ces sujets-là? Et est-ce que vous sentez qu'il existe une sorte de communauté technique d'intérêt sur l'utilisation des outils en mode cloud dans l'analyse de données et mobilité, où vous vous sentez plutôt isolé et vous allez chercher vos compétences disons, sur des trucs qui ne sont pas sectoriels, quoi, sur des compétences data générales qui viennent plutôt d'autres domaines, en fait. Est-ce qu'il y a voilà, sur cette question des communautés techniques, sur les outils, les nouveaux outils autour de la data? Alors, nous, côté CITSO, on a une équipe effectivement qui est dédiée à la sensibilisation de nos clients à la donnée, au pouvoir de la donnée, parce qu'effectivement, on voit qu'il n'y a aucun marché lié à l'activité, que ce soit pour travailler sur la donnée de vélo, sur la donnée de transport collectif. Et donc, effectivement, il y a un travail d'évangélisation qui doit être fait. Peut-être qu'il n'est pas fait parce que la profession autour de la donnée mobilité n'est pas structurée. C'est très certainement vrai. Et on sent que progressivement, les collectivités prennent conscience de l'or, entre guillemets, qu'elles ont entre les mains, avec toutes les données dont elles peuvent disposer sur l'ensemble des mobilités, et qu'elles ne l'exploitent pas forcément à leur juste valeur. Et donc, peut-être qu'il y a tout un travail qui doit être fait sur qu'est-ce que nous apprennent nos propres systèmes dans les collectivités. Non, puis pour compléter, je pense, je suis d'accord, je pense qu'il y a quand même pas là encore de secteur. Je pense qu'avec le fichier Excel croisé, ça peut servir quand on a une donnée, mais à partir du moment, je pense, où, quand je disais tout à l'heure, quand on a une donnée unitaire, je pense que ça peut encore faire le job et tout, ça va aller.
Mais quand on veut commencer à fusionner des données entre elles, donc là on fait quand même appel, enfin ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est quand même des choses, il y a quand même pas mal de mois de boulot de chercheurs justement pour poser le problème mathématique, et après il y a la résolution. Enfin la résolution nécessite quand même des machines de calcul assez conséquentes. Donc tout ça, oui, on doit s'appuyer sur des technos cloud et puis des ressources qui sont disponibles pour pouvoir déjà stocker ces données, les traiter, enfin l'analyser, et puis ensuite après de faire des restitutions derrière. Donc oui, enfin là-dessus il faut s'adosser forcément pour moi à toute cette infrastructure. Alors ce qu'on a aussi côté IFE Énergie Nouvelle, on a toute une infrastructure web avec serveur là-dessus justement pour traiter ces données-là. Donc je pense que c'est une nécessité pour à partir du moment où on doit modéliser et croiser, et puis d'avoir ce fameux jumeau numérique qui se fait grâce un petit peu à ces compétences de calcul sur des serveurs dédiés, quoi. Oui, un micro va vous être apporté. Merci, monsieur. Pour le coup, ma question ira plutôt à la DGITM. C'est pour rebondir sur votre toute première question concernant la création de standards. Quel est finalement le positionnement de la DGITM sur la création à l'heure actuelle de standards? Je pense à tous les standards dont vous avez parlé, notamment ceux sur les réseaux, parce qu'à l'heure actuelle, ce sont les différentes AOM, donc chaque AOM peut avoir son propre standard, donc sur le réseau, sur les arrêts, éventuellement sur la mise en compatibilité entre tout ce qui est standard transport en commun et d'éventuels autres concernant le covoiturage, l'autopartage, voire même sur les mobilités douces. Alors moi, à mon niveau, je pourrais vous apporter qu'une brique de réponse parce qu'en réalité, je ne travaille pas directement sur le sujet. J'ai effectivement une collègue qui est plus spécialiste de ces questions de standards. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des groupes de travail qui se structurent autour de ces questions-là. Et voilà, après pour plus de réponses, je vous invite éventuellement à directement me contacter et que je fasse remonter l'information. Mais voilà, moi, à mon niveau, je n'aurai pas forcément d'éléments concrets à vous donner là-dessus. Désolée. J'ai peut-être mon chef de pôle qui veut répondre directement. Oui. Les charmes du direct. Il faut en profiter. Merci de la question. Oui, oui, tout à fait. C'est un de nos axes principaux en fait dans la mise en œuvre de l'ouverture des données en lien avec la loi d'orientation des mobilités. Hein. C'est la standardisation des données. Et il y a en fait tout ce qui est, déjà le point d'accès national aux données, Transport Data Gouv, en fait, c'est un projet qui est porté par la DGITM. Hein. L'intrapreneur est dans l'équipe. Hein. C'est un de nos collègues. Et il y a un site associé en fait pour chaque donnée donc, qui est d'obligation de publication. Il y a en principe un standard. Alors certains sont encore en chantier, mais les travaux de normalisation et l'accompagnement, la documentation, etc., qui sont publiés sur le site Transport Data Gouv sont en fait financés et suivis techniquement par l'équipe de la DGITM qui s'occupe de ça en fait. Donc on pourrait faire encore mieux, enfin on continue, il y a encore plein de choses sur lesquelles on n'est pas au bout, mais ouais, c'est une action un peu socle dans notre travail sur le développement après des services de masse là, de mobilité, d'association de services. Et juste une remarque là-dessus, en complément, je pense que il y a quand même déjà beaucoup de standards qui sont déjà en place sur l'offre de transport. On pense au GTFS, pour ceux qui connaissent et tout. Donc il y a quand même déjà des standards pour les vélos en free floating, ce genre de choses. C'est standardisé. Hein. C'est des standards qui viennent même déjà du continent des fois américain aussi. Mais par contre, ouais, comme on vient de le dire à l'instant, il y a des standards qui commencent à se mettre en place aussi plutôt sur la mesure de mobilité. C'est ça que je pense qu'il y a quand même pas mal encore à creuser là-dessus. Mais en tout cas, sur l'offre, elle commence déjà à être quand même très très bien standardisée, quoi.